Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation et en particulier le professeur Chabraoui et notre ami Badreddine Mimouni de m'avoir invité et de m'avoir permis de présenter notre expérience par rapport au microbiote. Donc ce que je vais essayer aujourd'hui de développer, c'est quelles seraient les particularités du microbiote en Tunisie, mais plus particulièrement dans nos pays du Maghreb. Je me présente, je suis parasitologue, c'est pour ça que je suis dans une session de parasitologie et je vais essayer donc de voir quelle est, c'est-à-dire je vais avoir des commentaires par rapport à la parasitologie et je pense que c'est la parasitologie qui va faire en fait cette particularité dans nos pays par rapport à ce qui est publié dans le monde. Déjà, pour le microbiote, vous savez tous que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui est actuellement en pleine évolution et des études sont faites de partout dans le monde. C'est un sujet qui a permis de publier dans les plus grandes revues, donc dans les plus grandes revues scientifiques, que ce soit Nature ou que ce soit d'autres Science et ces 10 dernières années. Et c'est un sujet qui est parmi les plus publiés. C'est également un sujet qui a permis une avancée dans la recherche qui est extraordinaire et qui a permis de découvrir un monde qui nous habite, qui nous est parallèle et qui nous est indispensable et que je vais essayer donc de développer. Et ce monde que nous allons voir symbiotique, microbiotique, a également été largement budgétisé par la recherche par deux grands projets, deux méga-projets. Le premier projet qui est un projet européen, qui est le METAIT, et en parallèle, il y a eu également de la recherche donc par le NIH aux États-Unis. Et toutes les données qui sont générées sur le microbiote ces 10 dernières années sont le fruit de ces deux méga-projets. Et comme vous allez le voir tout à l'heure, ce sont donc des patients ou des individus qui ne sont pas de nos contrées et qui sont plutôt des patients soit des Européens, soit des Nord-Africains et maintenant également des Asiatiques. Alors qu'est-ce que c'est que ce microbiote de l'organisme humain? Et si on se rappelle un peu, le microbiote, c'est quelque chose que l'on connaît au fait. C'est une notion qui ne nous est pas inconnue puisqu'il s'agit de la flore microbienne. C'est la nouvelle appellation de la flore microbienne qui colonise la peau et les muqueuses. Et déjà, dès le départ, avec la découverte du microscope, le découvreur du microscope avait déjà identifié ces microbes au niveau de la cavité buccale, au niveau de la plaque dentaire, qu'il avait appelé animacules et qu'il avait largement dessiné. Et ce sont, au fait, les microbes, et c'est le microbiote buccal qu'il avait découvert et qu'il avait identifié au départ. Également, une autre notion un petit peu ancienne également, on sait également que ces micro-organismes qui nous habitent sont bénéfiques, puisque déjà on connaît la flore vaginale qui protège contre l'invasion des pathogènes au niveau vaginal. On connaît également qu'il y a certains aliments qui nous protègent et également l'association de la consommation de produits laitiers fermentés qui est liée à la longévité et qui avait déjà été décrit depuis bien longtemps. Ces bactéries lactiques comptent actuellement parmi les principaux probiotiques et elles concernent en particulier les lactobacilles et les bifidobactéries. Donc comme vous voyez, ces micro-organismes, ces microbes qui nous habitent, qui colonisent nos muqueuses et notre peau, qui ont apparemment un effet bénéfique, sont bien connus. Mais les grands progrès et tout ce qu'on connaît actuellement est le fruit, au fait, de la technologie. Effectivement, c'est le fruit du développement des techniques de séquençage haut débit. Et ces techniques de séquençage haut débit, ce qu'on appelle le New Generation Sequencing, la NGS, les méthodes NGS, ce ne sont pas
les techniques de séquençage nucléotidique par microcapillaire que l'on connaît, donc qui se basent sur la méthode Sanger, ce sont actuellement des techniques qui se basent sur, qui permettent de générer les séquenceurs actuels, comme le type Illumina ou le type Roche ou la Torrent, permettent de générer des millions de séquences. C'est-à-dire qu'on est largement au-dessus de ce que nous donne un séquenceur microcapillaire. Mais ces séquences sont courtes et il faut des progrès en bioinformatique, et c'est les programmes de bioinformatique qui ont permis à la science d'aligner ces séquences qui sont courtes et d'utiliser des référentiels par rapport à des bactéries et de décrire des centaines et des milliers de nouvelles espèces de bactéries essentiellement. Donc, pour toutes les données que l'on connaît actuellement sur le microbiote, c'est le fruit de ce qu'on appelle le NGS ou la technologie de haut débit, et c'est également le fruit de ce qu'on appelle l'analyse métagénomique, puisque ces séquenceurs de haut débit permettent l'identification à partir, par exemple, d'une selle, d'un échantillon de sel, directement après extraction d'ADN, d'identifier non pas le germe ou la bactérie ou le parasite, mais d'identifier l'ensemble des génomes d'une flore complexe en un seul temps, et cela sans passer par un clonage in vivo. Donc en un seul échantillon, avec une extraction d'ADN, avec un séquençage haut débit, avec une analyse métagénomique basée essentiellement sur la bioinformatique, on arrive à identifier aujourd'hui tout ce qui existe en tant que bactéries essentiellement au niveau de cet échantillon de sel, ou au niveau d'un échantillon de peau, ou au niveau d'un échantillon biologique, quel qu'il soit. Également, par rapport au progrès de la technologie, il y a également eu l'avènement de certains modèles animaux qu'on appelle les souris ou les animaux germe-free. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont exemples, qui ne portent pas de bactéries, qui ne portent pas de champignons, qui n'ont pas de protozoaires, de métazoaires ou de virus. Donc ce sont des animaux qui sont complètement libres, free de germes, et les comparaisons entre ces souris en général germe-free et des souris sauvages ou des souris pour lesquelles on avait inoculé certains micro-organismes ont permis de surtout voir qu'est-ce qu'il y avait, l'importance de la fonction de tous ces micro-organismes par rapport aux fonctions donc, du microbiote. Là, je viens à la définition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microbiote intestinal? Puisque c'est le sujet de notre présentation aujourd'hui. Alors, le microbiote intestinal est l'ensemble des communautés bactériennes qui sont symbiotiques et qui colonisent les muqueuses digestives, c'est-à-dire gastro-intestinales. Et si on revient un peu sur la définition, c'est l'ensemble des communautés bactériennes. Donc on ne peut pas s'arrêter aux bactéries. Il y a également tous les autres micro-organismes, et en particulier les protistes, donc les eucaryotes, mais également les virus et les archées. Ce sont des micro-organismes qui sont symbiotiques, c'est-à-dire qu'ils vont vivre en association intime et durable. Et ils sont colonisés notre muqueuse, donc ils vont forcément avoir des interactions, entre eux, mais également avec les cellules de l'organisme. Et si on prend cette définition au point de vue écologique, on voit bien que c'est un écosystème. C'est-à-dire que si on prend l'intestin, c'est un écosystème avec des cellules intestinales et avec également des micro-organismes qui interréagissent. Donc on va avoir tout ce qui est toutes les définitions de l'écologie qui peuvent être utilisées, et on va parler de compétition entre les micro-organismes, de mutualisme, c'est-à-dire d'effets positifs, mais également on va parler d'une flore qui va être, ou d'un microbiote qui va être diversifié, ou riche, ou pauvre. Alors, quels sont
communauté microbienne au niveau de cet intestin et au niveau de ce microbiote. Bien sûr, il y a les bactéries. Ce sont les plus importantes, ce sont les plus étudiées et c'est actuellement tellement important que très souvent on a l'impression quand on parle du microbiote qu'on ne parle que des bactéries. Mais au fait, il ne faut pas oublier qu'il y a également les autres micro-organismes et je vais justement en venir tout à l'heure. Alors ces bactéries, il y en a énormément. Il y en a 10 fois plus que les cellules intestinales, c'est-à-dire à peu près 10 puissance 12 à 10 puissance 14 bactéries pour un poids de 2 kg. Mais ces bactéries, pourquoi on ne les connaît qu'au jour d'aujourd'hui? Parce qu'elles sont pour la plupart non cultivables. Et c'est le séquençage et la biologie moléculaire qui les a mis en évidence. Et les moyens de culture classiques ne pouvaient en déterminer que à peu près 20%, donc 80% ne sont pas cultivables. Ils sont, comme on l'a dit, identifiés par les techniques NGS et par les techniques de métagénomique. Et à peu près, chaque individu a 160 espèces. On a, avec les grands projets européens et américains, on a identifié à peu près 500 à 1000 espèces de bactéries au niveau de l'intestin. Et chaque sujet comprend à peu près une moyenne de 160 espèces. Ce qui est assez particulier, c'est que chaque individu a son propre code barre, c'est-à-dire que les 160 espèces ne sont pas identiques chez tous les individus. Il y a à peu près un corps qu'on appelle un corps important de 20 espèces qui existe de façon commune, mais toutes les autres bactéries sont différentes entre les individus. Donc, au fait, c'est comme un code barre pour les individus. Alors, toutes ces bactéries, l'intérêt fondamental, c'est qu'elles vont nous ramener des gènes et des fonctions. On a dit qu'il y avait à peu près 100 fois plus de gènes bactériens que de cellules intestinales. Donc, elles vont nous ramener des fonctions que l'on va voir tout à l'heure qui sont fondamentales pour l'organisme. N'oublions pas qu'on est dans une séance de parasitologie et qu'au fait, pour moi, ce que je vais développer tout à l'heure, c'est quelle est la place des parasites dans ce microbiote. Malheureusement, il y a très peu de choses connues et les fonctions des parasites au niveau du sein du microbiote en interaction avec les bactéries ne sont pas connues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, juste pour vous remettre un petit peu rapidement, parce que pour une question de temps, c'est que toutes les fonctions que gère notre microbiote, sans ce microbiote, sans ces bactéries qui colonisent notre intestin, nous ne pourrions pas vivre au jour d'aujourd'hui. Alors, une des fonctions qui est connue, c'est la protection contre les pathogènes. Et ces bactéries qui sont commensales vont protéger contre l'invasion des bactéries, d'autres bactéries pathogènes. Par contre, elles ont des fonctions fondamentales, comme la synthèse de vitamines, comme le développement du système immunitaire, comme l'angiogénèse intestinale, comme également des fonctions dans la digestion. Et ces bactéries vont même plus, puisqu'elles vont également agir sur notre comportement et sur notre cerveau. Alors, si jamais on est un sujet sain, en bonne santé, en général, toute cette flore vit en bon équilibre. C'est ce qu'on appelle une flore équilibrée ou un microbiote équilibré. Et il y a un équilibre qui se respecte. Par contre, si jamais il peut y avoir des ruptures d'équilibre, par exemple une antibiothérapie, ou par exemple un changement de régime alimentaire, cette rupture de l'équilibre peut être un appauvrissement de la flore, c'est-à-dire qu'au début, nous avions 160 espèces, mais qu'après, on va appauvrir la flore et qu'on ne va avoir que quelques espèces. Et comme je vous ai dit, toujours, il faut avoir à l'esprit qu'une espèce, ce sont des génomes, donc des fonctions. Donc, il peut y avoir des problèmes grâce à cet appauvrissement, mais également, il peut y avoir un changement d'équilibre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de certaines bactéries par rapport à d'autres. Et ces bactéries vont pouvoir générer de l'inflammation. Et quand la dysbiose, ce qu'on appelle la dysbiose, la rupture de l'équilibre est là, et qu'elle n'est pas... c'est-à-dire qu'en général, même si jamais on a une flore déséquilibrée et qu'on est sain,
on va pouvoir reprendre la flore. On le verra tout à l'heure. C'est-à-dire que la flore va régénérer. Par contre, s'il y a un déséquilibre qui est là et qui est définitif, ça va générer les pathologies. Et d'où l'intérêt du microbiote, justement, et de toutes ces connaissances, c'est que ça a généré plein de connaissances par rapport à des pathologies qu'on connaissait, dont la physiopathologie était mal connue, en particulier certaines maladies inflammatoires, certains cancers, l'obésité, mais également certaines maladies neurodégénératives, c'est-à-dire des maladies cérébrales et neurodégénératives. Et là maintenant, on pense qu'il y a plusieurs maladies qu'on appelle complexes ou multifactorielles, où le microbiote agit et cette dysbiose explique en partie les symptômes. Donc, découle de cet équilibre, de cette pathologie, de cette dysbiose, beaucoup de possibilités thérapeutiques. Et je sais que, par exemple, la transplantation fécale, qui est ici, Badr, et c'est un sujet qui est cher à Badr, et par rapport à la transplantation fécale, ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner des fesses pour restaurer un microbiote qui est déficient. Aussi, il n'y a pas que la transplantation fécale, bien sûr, il y a les probiotiques et il y a également tout ce qui est antibiotiques ciblés. Alors maintenant, quelle est la particularité au Maghreb? Est-ce qu'il peut y avoir une particularité au Maghreb? Et s'il y en avait, quelle serait cette particularité? Pour cela, je vais peut-être parler un petit peu de comment se constitue notre microbiote, pour essayer de voir un peu si jamais notre environnement va favoriser des choses qui vont être particulières par rapport à ce qui est décrit ailleurs. Alors, si on voit un peu la constitution du microbiote, le microbiote se structure très tôt, c'est-à-dire qu'il se structure à la naissance, parce qu'au départ, quand on est fœtus, on n'a pas de micro-organismes dans notre intestin, mais qu'avec, dès l'accouchement, avec le passage par le tractus vaginal, avec tout ce qui est allaitement, tout ce qui est contact avec la mère et dans la période périnatale, c'est là où on va être colonisé par les micro-organismes. Et c'est là où on va commencer la colonisation. Donc la colonisation, il y a ce qu'on appelle les primo-colonisateurs. Au départ, ce qui va être en premier lieu, la première étape, on va être colonisé par des germes qu'on va retrouver dans le tractus vaginal ou au niveau, quand la mère va allaiter, au niveau de la peau. Et donc, tout ce qui va coloniser en primo-colonisateur, ça va être les lactobacilles, ça va être les entérobactéries, ça va être les bifidobactéries. Et ces bactéries sont des consommatrices d'oxygène. Donc, au niveau de l'intestin, elles vont consommer l'oxygène qui existe dans l'intestin. Et au fait, elles vont préparer le nid aux anaérobies strictes. Et après, au bout de 2-3 ans, il ne va plus y avoir que presque à 90% ou plus que des bactéries qui sont sensibles à l'oxygène, donc des anaérobies. Donc on conçoit très bien que ce microbiote va changer durant les premières années de vie pour justement pour avoir ces anaérobies. Aussi, on peut être colonisé par d'autres micro-organismes à part le contact avec la mère. On peut être colonisé par ce qui existe dans l'entourage. Et ça dépend de l'environnement. Et comme vous savez, notre environnement, notre alimentation, notre hygiène de vie n'est pas semblable à ce qui existe en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces bactéries ou ces micro-organismes, en général, ils vont favoriser au début notre système immunitaire au niveau de l'intestin est immature. Donc, la colonisation progressive va entraîner la maturation du système immunitaire au niveau de l'intestin, et c'est comme ça qu'il va y avoir une bonne symbiose. C'est-à-dire c'est là où ça va commencer à bien fonctionner avec une tolérance de certains micro-organismes et une intolérance d'autres. Donc si on est dans un milieu, par exemple, aseptisé,
où il n'y a pas de bactéries, ou de micro-organismes en général, on fait très attention au niveau de l'enfant. Ça va retarder justement cette maturation du système immunitaire et ça peut engendrer à la suite des allergies. Et maintenant, par exemple, toutes les notions de périnatalité et de pédiatrie ont changé grâce à cette connaissance du microbiote. Autre chose, et par rapport à notre environnement, vous voyez très bien qu'ici, que notre environnement va moduler notre microbiote. Donc, dès le jeune âge, dès l'âge de 3 ans à peu près, 3, 4, 5 ans, déjà le microbiote est là et il est en équilibre. Et il y a un équilibre entre les diverses populations qui va rester stable jusqu'à l'âge adulte. Il reste assez stable, c'est-à-dire qu'au fait, on est colonisé au départ, et puis par la suite, c'est assez stable parce qu'il y a un équilibre. Il y a quand même des petits changements, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi stable que ça. Et il peut y avoir des petits changements transitoires qui sont modérés, et les équilibres vont se faire, bien sûr, en fonction, toujours, des conditions de vie et de l'alimentation. Et en particulier de tout ce qui est consommé. Par exemple, en Tunisie, on est de gros consommateurs d'antibiotiques. Et ça peut influencer le microbiote. On est des consommateurs d'antibiotiques, non pas que pour les maladies, mais peut-être également pour les aliments. C'est-à-dire que quand on ingère des aliments, il se pourrait aussi qu'on ingère des viandes ou des animaux, des chairs de viande, pour lesquelles on avait donné des antibiotiques. Donc, chaque environnement est particulier. Et on peut également, dans nos habitudes alimentaires, consommer ou ingérer de façon accidentelle des micro-organismes qui ne vont pas se mettre au niveau du microbiote, qui sont en transit, mais qui peuvent moduler le microbiote qui est sur place. C'est-à-dire qu'il peut favoriser un microbiote, un certain type de micro-organisme, ou qui va peut-être appauvrir d'autres micro-organismes. Donc, comme vous voyez, l'environnement, l'hygiène de vie est extrêmement importante. Alors, partant sur ça, l'hypothèse, c'est que la structure du microbiote intestinal des individus adultes d'une région donnée présente certaines caractéristiques communes propres au mode de vie, à l'hygiène du milieu, à l'environnement et aux habitudes alimentaires. Et effectivement, même s'il n'y a pas eu, et je vais revenir là-dessus, d'études en Afrique du Nord, il y a eu des études comparatives entre un mode de vie occidental et des études qui se sont faites en Afrique subsaharienne. Et là, on a bien vu que le mode de vie occidental, aseptisé, puisque l'hygiène est largement supérieure à ce que l'on a dans nos pays, est basé sur une alimentation. Alors, il y a également, dans ces pays occidentaux, un changement dans le mode d'alimentation qui est basé énormément sur les produits transformés, sur ces individus qui appartenaient à ces cohortes européennes et nord-africaines. On a vu qu'il y avait une prédominance d'un certain genre de bactéries, et qui étaient les Bacteroides. Et on l'appelle donc un entérotype de type Bacteroides. On a vu également qu'il y avait un appauvrissement de la flore. Donc, en comparaison avec d'autres modes de vie traditionnels en Afrique subsaharienne, basés sur une alimentation plutôt riche en fibres, donc des fruits, des légumes, ça favorisait plutôt la prédominance d'une autre bactérie du genre Provetella et une diversité également bactérienne importante. Donc, comme vous voyez, le mode de vie et la région géographique, l'hygiène du milieu peut moduler le microbiote intestinal. Nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, de données concernant le microbiote intestinal dans les populations d'Afrique du Nord, et c'est extrêmement intéressant justement d'aborder ce sujet, parce qu'on ne peut pas parler de microbiote pathologique si on ne connaît pas notre microbiote sain. Donc c'est important, dans ce contexte, d'étudier le microbiote intestinal dans la population générale du Maghreb, d'en définir les caractéristiques communes, et puis de le comparer à ce qui est rapporté dans d'autres populations. Aussi, pour faire cela, ce qui est important, c'est d'introduire les techniques.
Et nous avons justement commencé à l'Institut Pasteur, et grâce à un projet national que je vais très brièvement vous présenter à la fin, justement, notre souci, c'était d'introduire les techniques pour pouvoir étudier justement ce microbiote. Et donc, il est important d'introduire ce qui est NGS, la métagénomique, et nous avons opté pour l'introduction de ce qu'on appelle la métagénomique ciblée, c'est-à-dire qu'on ne va pas étudier tout le génome entier, c'est une technique qu'on appelle shotgun, des bactéries qu'il y a, mais on va étudier plutôt une portion de la bactérie qui est l'ADN ribosomal 16S, et cette partie va nous permettre de voir ce qu'il y a comme bactéries dans l'intestin donc des individus que l'on va étudier. Mais aussi, ce qui est important dans notre pays, c'est qu'il ne faut pas étudier que les bactéries. En effet, si jamais les parasites ou d'autres micro-organismes n'ont pas été étudiés en Amérique du Nord ou dans les pays européens, c'est qu'ils n'ont pas de parasites. Donc, que nos populations sont très différentes par rapport, par exemple, au portage des protozoaires. Et le seul qui a été étudié et qui a été retenu dans ces populations, ça a été donc Blastocystis. Et Blastocystis a été reconnu comme faisant partie du microbiote intestinal des sujets sains. Donc, mais c'était dans des populations qui n'hébergeaient que Blastocystis. Ils n'avaient pas d'autres protozoaires. Ce blastocystis était présent chez des individus apparemment sains et était moins fréquent chez les individus présentant des maladies intestinales et fonctionnelles ou organiques. Puis, la colonisation de blastocystis, on a vu à quelles bactéries il était associé. Et on a remarqué que la présence de blastocystis était plus fréquemment et significative de façon statistique, plus fréquemment associée au Provotella, qu'on avait vu tout à l'heure chez les populations africaines, et qu'il était significativement plus rare chez les entérotypes de type Bacteroides. On a vu également que blastocystis était associé à une richesse bactérienne. Donc, comme vous voyez, et également à un index corporel plus bas. Donc, apparemment, le portage des parasites est synonyme, plutôt d'une mauvaise santé, d'une bonne santé du microbiote. Par contre, on ne sait pas trop ce qui se passe par rapport aux autres protozoaires. Par exemple, en Tunisie, nous avons énormément d'amibes, comme Entamoeba coli, Entamoeba dispar, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana. On a à peu près un portage, déjà par microscopie, de 20% de la population, de flagellés, de giardia et de cryptosporidie. Et si on utilise des techniques moléculaires, on trouve un taux plus important encore que le 20%. Donc, on est très parasité. Dans ce contexte, il n'y a pas d'outils qui sont de biologie moléculaire, qui sont les outils les plus sensibles pour tous ces parasites, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt en pathologie. Donc, l'outil moléculaire n'a pas été développé. Et c'est à nous de le développer. Également, on peut voir, après, en utilisant la métagénomique, 16S, plus la détection moléculaire de ces parasites, on va peut-être trouver des associations intéressantes et on va peut-être trouver des marqueurs, peut-être de bons marqueurs de bonne santé ou peut-être des marqueurs également de pathologie. Donc, très brièvement, pour conclure, ce projet que je viens de vous exposer brièvement à la fin est un projet qui est un projet national en Tunisie, c'est un projet de recherche fédéré qui fédère 7 laboratoires de recherche et unités de recherche labellisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et nous avons donc 2 partenaires. Un partenaire qui va être le partenaire institutionnel, qui est l'Institut Pasteur de Tunis pour la plateforme technologique, mais également nous avons un partenaire hospitalier pour l'investigation clinique et nous avons donc avec nous des cliniciens pour faire de la bonne investigation clinique. Et parmi les projets de ce projet de recherche fédérée, bien sûr, nous avons un grand axe sur le microbiote du sujet sain, ses particularités,
Et tout particulièrement, est-ce que ces protozoaires sont des marqueurs ou ont une fonction quelconque dans ce microbiote? Mais également, nous avons des cliniciens qui vont étudier le microbiote et l'obésité, le microbiote et la maladie de Crohn, et également, on a un versant dermatologique avec le microbiote et les cancers dermatologiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.